de manière excessive, permettre un certain nombre de choses qui soient préservées dans cette ressource qui est partagée par les riverains du lac. Donc ce qu'elle a montré, c'est que pour que ça marche, parce qu'il y a des endroits où ça ne marche pas, il y a des endroits où ça marche, c'est pas un truc BA qui dit oh bah oui, il suffit de mettre des gens autour d'un lac et puis ils sont malins, ils vont s'entendre, ils vont être formidables. C'est pas un monde de bisounours du tout, du tout. Ça veut dire que simplement, il y a un moment donné, il faut effectivement des règles et il faut aussi que les rôles de chacun soient bien répartis. Et ces rôles ne sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose encore qui est très important. Je disais, c'est pas un monde de bisounours, on est tous pareils, on est tous égaux, on s'aime et on va faire la beauté et la bonté ensemble. Non, c'est pas vrai. Il y a des endroits où c'est important qu'il y ait des gens qui ont des rôles différents, qui sont capables de dire bon, moi je suis responsable de ça et moi je t'impose que c'est de cette manière-là que ça se passe. Mais simplement, ça a été agréé par tout le monde. Ça a été produit par la communauté. Et par exemple, quand on va parler du logiciel libre tout à l'heure, là je vais pas prendre de temps pour en parler, mais vous savez, il y a un bouquin qui a été fameux, qui était à propos du logiciel libre, c'est le premier grand ouvrage qui s'appelait La cathédrale El Bazar, qui opposait le monde cloisonné et carré de la firme type Microsoft, et puis le bazar, au sens du bazar, pas que c'est le souk, si, le bazar au sens du marché oriental, beaucoup plus informel, mais en réalité, c'est pas de l'informel du tout, parce que quand on regarde les communautés du logiciel libre, c'est au contraire des communautés qui sont très très structurées, très organisées, autour d'un noyau qui prend des décisions, où les rôles sont bien définis, etc. Donc des règles, des rôles, et pas nécessairement de symétrie. Et puis donc finalement, plus généralement, un mode de gouvernance qui est construit et accepté par chacun, et dans lequel effectivement ces règles sont aussi des règles qui défendent la communauté et qui défendent le mode de fonctionnement qui a été décidé et qui a émergé collectivement de cette communauté. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des modes de sanction, il peut y avoir des modes d'exclusion de la communauté, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc gouvernance, et puis l'autre thème, j'en ai déjà parlé avant, c'est la propriété, la remise en cause de la notion de propriété, et pour, je disais, l'opposition entre une notion de propriété et une notion de droit d'usage, et bien justement c'est effectivement cette opposition qui va se retrouver là en regardant, en essayant de passer d'une vision exclusiviste de la propriété comme un droit global qui donne la totalité des droits sur un bien, vers une approche en faisceau de droit qui va définir ce que les uns et les autres ont le droit de faire. Alors, Claude l'a évoqué tout à l'heure, ça c'est un petit tableau qui est issu des travaux d'Elinor Ostrom, où dans un cas particulier, il y a un certain nombre de gens qui ont des rôles différents qui sont mentionnés là, et ces rôles leur donnent des droits qui sont différents quand c'est accès et tirage, gestion, exclusion. Droit d'exclusion, c'est d'ailleurs le droit de dire qui peut profiter de la ressource ou pas, et le droit d'aliénation qui est de dire on vend. Par exemple, il peut très bien y avoir un étang de pêche dans lequel il y a des propriétaires qui sont tout autour, mais qu'il y a aussi d'autres gens qui ont le droit d'accéder sans être propriétaires. C'est quelque chose, par exemple, qu'on voit encore, qui existe encore, même en France, autour des questions de droit de chasse, par exemple. Quand on peut avoir un droit de chasse sans droit de propriété sur le sol. Bon, alors... Une vingtaine de minutes, comme ça. D'accord, ouais. Une vingtaine de minutes, ça va être difficile, mais on va y arriver. Alors, en opposition, donc je parle de la tragédie des anticommuns, ça je vais faire très vite, mais c'est que en opposition à la tragédie des communs, aujourd'hui on parle de tragédie des anticommuns dans la mesure où le fait des enclosures et ce qu'on a appelé récemment les nouvelles enclosures qui ont amené au cours des années 2000 un renforcement sans précédent de la propriété intellectuelle, de la protection de la propriété intellectuelle ou des régimes de propriété intellectuelle, amène à un risque de fractionnement de la connaissance et de fractionnement
et de la connaissance et de la création de marché de la connaissance, puisqu'encore une fois ça va ensemble, qui a des conséquences, qui peut avoir des conséquences dramatiques dans la mesure où la connaissance et le progrès, qu'il soit le progrès technique ou le progrès de la connaissance en général, mais notamment la dynamique de l'innovation, sont des processus qui sont des processus combinatoires et cumulatifs, donc dans lesquels rien ne se passe sans s'appuyer sur ce qui s'est passé autrefois. Et or aujourd'hui, on s'aperçoit par exemple dans le domaine du logiciel que l'évolution vers une brevetabilité du logiciel amène par exemple un certain nombre d'acteurs à rentrer sur ces marchés pour verrouiller et pour breveter des toutes petites parts de connaissances, des algorithmes notamment, ça va jusqu'à la notion d'algorithme, pour pouvoir ensuite faire des procès aux acteurs qui utilisent ces algorithmes en disant « ceci m'appartient et vous avez violé ma propriété intellectuelle », alors même que ce sont des gens qui simplement sont purement font purement du business spéculatif sans avoir créé rien de la sorte, mais simplement l'avoir racheté à des acteurs qui les ont créés. Donc c'est ce qu'on nomme aujourd'hui un petit peu la tragédie des anticommuns ou la deuxième enclosure de l'esprit, et qui a été notamment beaucoup renforcée par le fait que dans les négociations autour de l'OMC, il y a eu on a pour la première fois lié des accords de commerce avec des accords autour de la propriété intellectuelle. Les accords autour de la propriété intellectuelle, il en existait au niveau international, mais ils avaient toujours leur autonomie, ils n'avaient jamais été rattachés au commerce. Et là, maintenant, effectivement, vous savez qu'il y a des mesures draconiennes, ce qu'on a appelé les ADPIC, qui imposent que pour pouvoir rentrer dans l'OMC, pour pouvoir être partenaire de l'OMC, il faut reconnaître en gros et suivre les conditions de protection de la propriété intellectuelle qui sont celles de vos partenaires. Et ça a eu des conséquences énormes. Ça a des conséquences énormes, notamment par exemple en termes de santé publique, puisque notamment pour les pays en développement, vous savez qu'il y avait des industries de la pharmacie qui s'étaient développées dans un certain nombre de pays, notamment au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud, et dans lesquels les pays en question ne reconnaissaient pas la propriété intellectuelle sur les molécules développées ou la propriété intellectuelle déposée aux États-Unis ou en Europe, et ça leur permettait effectivement de produire des médicaments, notamment pour des maladies où le marché des pays du Nord proposait des médicaments à des prix extrêmement élevés. Je pense notamment à tout ce qui est trithérapie autour du sida, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, et qui, eux, étaient capables de produire ces médicaments à des prix tout à fait, enfin, en tant que génériqueurs, disons, à des prix extrêmement plus faibles au coût de production ou presque, et donc qui permettaient de soigner les populations d'un certain nombre de pays en développement. Et ça, c'est des choses qui ont été extrêmement freinées par ces accords ADPIC et qui ont créé des situations tout à fait dramatiques sur la situation sanitaire dans un certain nombre de pays. Voilà. Donc, quand on dit tragédie de nos anticommuns, il y a véritablement de vraies tragédies derrière. Bien, alors encore une notion, en fait je ne suis pas encore rentré ni dans le logiciel ni dans le... Mais bon, on a parlé conceptuel, donc je pense que c'est bien d'avoir aussi cette dimension conceptuelle. Puis après je vous parlerai plus rapidement des deux exemples. On oppose souvent, on dit... alors il y a des gens qui essayent de faire... on oppose souvent, on oppose bien public et bien privé. Alors là encore... qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Un bien public, c'est un bien qui est à la fois non rival et non exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Non rival, ça veut dire que quand la consommation par un agent de ce bien ne nuit pas à la consommation du bien par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si j'ai un croissant, manifestement, c'est un bien qui est rival, parce que si je mange mon croissant, vous pourrez manger que ce qui va rester du croissant. Par contre, un phare
qui envoie sa lumière sur la mer pour guider les bateaux dans la nuit, c'est un bien qui est non rival, parce que c'est pas parce qu'un bateau va se guider sur la lumière du phare que ça n'empêchera qui que ce soit de se guider à la lumière du phare. Un bien exclusif, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire un bien qui n'est pas auquel tout le monde ne peut pas accéder. On peut exclure certains agents de la consommation de ce bien. Bon, vous voyez évidemment que dans le cas du phare, ce bien on ne peut pas exclure parce que, à moins on pourrait imaginer par exemple un phare qui soit un radiophare dans lequel l'émission soit cryptée et ou sur une longueur d'onde inconnue et très difficile et donc les gens qui n'auraient pas de quoi scanner pour trouver la bonne longueur d'onde, eux pourraient être exclus d'usage du phare. Par contre, si c'est un phare avec des ondes lumineuses, personne ne peut être exclu. Donc, typiquement, un phare est un bien public. Donc, au passage, je vous fais remarquer qu'un bien public n'est pas nécessairement produit publiquement. Ce n'est pas un bien ni géré publiquement. Il y a des tas d'exemples. Dans l'exemple du phare que j'aime bien, il y a des tas d'endroits où ce sont des chambres de commerce, donc de manière privée, qui ont décidé de construire des phares pour pouvoir guider les bateaux vers leur port. Donc un bien public peut être de production privée. Et un bien privé, qu'est-ce que c'est? Un bien privé, c'est un bien qui n'est pas nécessairement rival, mais c'est un bien par contre qui est exclusif. Donc on peut très bien avoir, je peux avoir un bien privé qui soit, par exemple, je peux avoir une très belle peinture de Van Gogh chez moi. Le fait de regarder cette peinture, ça empêche personne d'autre qui vient chez moi de la regarder. Mes amis peuvent la contempler tout autant, avoir autant de bonheur. C'est pas parce que je l'ai regardée qu'elle devient moins intéressante. Donc c'est pas rival, mais par contre c'est exclusif parce que je l'ai acheté très cher chez Sotheby's et donc il n'y a que les gens qui viennent chez moi qui vont pouvoir. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle des biens publics dits impurs dans une certaine littérature, et notamment des biens clubs. Des biens clubs, par exemple, ça veut dire que alors des biens publics impurs, il y a des biens publics mais qui ne sont pas tout à fait impurs, qui ne sont pas tout à fait non rivaux, pardon. Par exemple une route, parce que sur une route, quand il y a beaucoup de circulation, il n'y a plus moyen, il y a des capacités, il y a de la congestion, il n'y a plus moyen d'y aller, donc c'est un bien public, effectivement, apparemment, parce que s'il n'y a personne, c'est pas rival, mais dès qu'il y a trop de monde, il y a des limites à ça. Donc il peut y avoir des biens qui s'apparentent à des biens publics, mais qui sont partiellement rivales. Mais par contre, ils sont non exclusifs. Et puis, les biens clubs, ça veut dire effectivement, peut-être il peut y avoir un peu de la rivalité, mais l'exclusion, elle peut être partielle. Par exemple, une salle de gym, il faut être adhérent à la salle de gym. Si je ne suis pas adhérent, je n'ai pas le droit d'aller faire de la gym. Mais par contre, si j'y vais à l'heure où il y a plein de monde autour des machines, ou que le cours est plein, je ne pourrais pas en profiter. Voilà. Et un bien privé, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. Alors les biens communs, pourquoi je parle de ça? D'abord parce que c'est important de faire la différence. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui disent, alors un bien commun, moi j'ai vu beaucoup de littérature où les gens essayent de positionner par rapport à cette échelle. Non, mais alors un bien commun, c'est un bien qui est pas rival, mais où il y a de l'exclusion, qui n'est pas exclusion. Enfin bon, bref, on trouve de tout et son contraire. Ben non, en fait, les biens communs n'ont rien à voir avec cette dichotomie, avec ce classement, ce mode de classement. C'est pas comme ça. On peut avoir des biens communs qui soient rivaux et on l'a vu, les temps de pêche, c'est rival, et exclusifs, qui soient les deux. On peut en avoir qui soient non rivaux, non exclusifs, et on peut en avoir qui soient dans les situations intermédiaires. Alors, donc, les biens... Alors, on va parler de logiciels libres et de communs numériques, notamment de Creative Commons. Alors, il y a une première distinction que je voudrais faire aussi, qui est très importante, je ne crois pas que je l'ai avoir mis dans mon diaporama, mais qui est très importante. Quand on a parlé de biens fonciers, on parlait de la préservation de la ressource. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on va arriver dans les biens numériques ou dans les communs de la connaissance, c'est pas simplement ça ne va pas être simplement la préservation de la ressource, parce qu'en fait, en soi, la connaissance ne s'épuise pas quand la connaissance existe, même si tout le monde l'utilise. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'épuisement, elle existe toujours. Par contre,
la connaissance, si on ne la fait pas évoluer, elle perd de son efficacité. Si on reste, que ce soit dans un domaine technologique ou dans n'importe quel domaine, si on reste dans le domaine technologique, si on fait toujours les bonbons de la même manière qu'il y a 100 ans, effectivement, on perd dans l'efficacité de faire les bonbons. Donc, il faut sans arrêt améliorer. Donc, l'idée d'avoir des communs de connaissances, qui sont en soi des ressources, ces communs de connaissances, il ne faut pas simplement les préserver, mais il faut aussi, alors ça peut être les préserver contre le fait, il y a quand même des questions de préservation, parce qu'on peut, je parlais tout à l'heure de tragédie des anticommuns, avec certains régimes de propriété intellectuelle, on peut effectivement mettre en péril la ressource, notamment à travers des verrouillages de la connaissance qui vont créer de l'exclusion de manière artificielle, à travers des mesures institutionnelles. Vous savez, il y a eu tout le débat sur la brevetabilité du génome humain, et s'il y avait eu brevetabilité du génome humain, ça aurait été quelque chose de catastrophique. Ça existe sur certains gènes, par exemple les gènes BRCA1, BRCA2 qui sont des facteurs de risque dans le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Il y a effectivement de la propriété intellectuelle aux États-Unis, mais qui n'est pas reconnue par l'Europe, qui fait qu'il y a des pratiques différentes. Donc ça, il y a des effets de cette manière-là qui peuvent générer des formes équivalentes à une dégradation d'une ressource. Mais la chose qui est très importante, c'est que cette ressource, elle doit être enrichie, et donc effectivement, une communauté autour d'un commun de la connaissance, elle a aussi pour fonction de contribuer à enrichir cette ressource. Et là aussi, on va retrouver un dilemme social. Dans le fond, pourquoi je me fatiguerais à enrichir la ressource pendant que les autres vont le faire? Et donc, on a cette situation. Alors, dans la naissance des cas de communs numériques que je vais vous présenter, mais il y en a des tas d'autres. On pourrait parler des bases de données, on pourrait parler de tas d'autres choses. Il y a au départ quelque chose, un déclencheur qui a été une situation de crise, de blocage, et qui s'est à la fois accompagné d'une inadaptation ou d'une inefficacité des régimes de propriété intellectuelle existants, et puis d'une tentative de renforcement, de durcissement de la propriété intellectuelle. Alors les réponses qu'on va trouver, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des réponses qui s'appuient sur de nouveaux modes de gestion de la propriété intellectuelle. Ça ne veut pas dire négation de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. De la même façon que les communs fonciers ne sont pas la négation de la propriété du sol, mais sont une revisitation de ce que veut dire propriété par rapport aux questions de droit d'usage, qui amènent à des questions effectivement en termes de faisceau de droit. Là aussi, on va retrouver cette même notion, c'est-à-dire que le droit d'auteur, par exemple, dans le logiciel, va continuer d'exister. Il n'y a pas de rupture avec cette idée, il n'y a pas d'un seul coup qu'il n'y ait plus de propriété intellectuelle, mais c'est cette idée de baser la propriété intellectuelle, se basant sur la propriété intellectuelle, créer des faisceaux de droit qui vont déterminer les droits d'usage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est constant. Donc, deux exemples, le logiciel libre et les licences open source, qui est sans doute le commun intellectuel le plus ancien, le logiciel libre, et qui a joué un rôle séminal. On parle du copyleft, et ce copyleft, on le retrouve dans des tas de domaines. Et donc, voilà. Alors, je vais faire, et les Creative Commons, donc, qui sont dans le domaine plutôt culturel, mais pas uniquement, et qu'on retrouve effectivement dans le domaine de la musique dont je vous parlais. Alors, dans les deux cas, en fait, je vais faire un petit détour par les fondements historiques. Alors, je vais être obligé d'aller très très vite, mais quand on revient sur dans le cas du logiciel, quand on revient sur les débuts de l'industrie informatique, il n'y a pas de propriété intellectuelle du logiciel, en fait, tout simplement parce que les constructeurs d'ordinateurs, enfin, les grandes firmes de l'informatique, et la première d'entre elles, IBM, ne vendent pas du logiciel, elles s'en fichent complètement de vendre du logiciel, elles vendent des machines, en fait, c'est ça, et c'est là-dessus qu'elles gagnent de l'argent. Et le logiciel n'est simplement quelque chose qu'on rajoute dessus, c'est une couche supplémentaire qui va permettre effectivement de faire fonctionner ces machines, et qui va être aussi un argument commercial, c'est-à-dire que le fait d'avoir des logiciels qui permettent des applications nouvelles, je vous rappelle qu'à l'époque, effectivement, les utilisateurs sont des grosses entreprises ou des grosses administrations. Le fait d'avoir de nouvelles applications va être simplement un argument qui va permettre de dire, vous vous
rendez compte, maintenant vous pourriez aussi faire ceci, faire cela, donc vous devriez étendre votre système, acheter davantage pour grossir la puissance de votre machine, et donc c'est simplement un argument de vente. Et donc ça veut dire que ces programmes d'ordinateur circulent librement, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de... Alors on les adapte, il y a des questions d'incompatibilité entre les systèmes, mais il y a des bibliothèques de programmes qui circulent librement et on peut aller puiser dedans. Et ça marche vraiment jusqu'aux années 70. Et en fait, donc, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Le coup d'arrêt, en fait, c'est que comme IBM utilise ça pour... enfin, je vais très très vite, mais pour renforcer sa puissance commerciale, la législation antitrust américaine s'en mêle. On a vu exactement la même chose récemment vis-à-vis de Microsoft qui donnait Explorer et qui du coup forçait un peu les utilisateurs à utiliser Explorer et à se caler sur les logiciels Microsoft. Là, c'est pareil, la législation antitrust américaine dit non, ce sont des positions qui sont anticoncurrentielles parce que vous-même, vu votre situation qui est ultra dominante dans l'industrie informatique, donc il faut que vous facturiez ce logiciel. Vous ne pouvez pas le donner gratuitement comme ça, gracieusement. En fait, ce n'était pas gracieux, il sera récupéré sur la vente de matériel. Vous ne pouvez pas le vendre, enfin le donner à vos utilisateurs. Il faut que vous ayez une pratique de unbundling parce qu'en fait il y avait une facturation. Donc de facturation séparée entre le logiciel et le matériel. Et donc le logiciel devenait un bien marchand puisqu'il fallait le facturer, et à partir du moment où il devenait un bien marchand, il fallait le protéger. Et c'était rien de plus que cette logique. Alors la logique, ça a été, on s'est posé la question, comment protéger le logiciel? Eh bien tout simplement, il fallait aller vite parce qu'il fallait des solutions. Créer des outils juridiques sui generis, d'abord c'était très coûteux. C'était risqué parce que la technologie évoluant tellement vite, on risquait de créer quelque chose qui serait dépassé, à peine mis en place. Et puis ça posait aussi des problèmes aussi de législation internationale. Donc l'idée a été d'utiliser en fait le droit d'auteur, et le droit d'auteur plutôt que les brevets, bien que le logiciel soit un peu à la fois l'expression d'une idée à travers le code source et en même temps de la technologie à travers l'utilisation qu'on peut en faire à travers le code compilé. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est orienté. Alors, manque de bol, en fait, théoriquement, dans la propriété intellectuelle, l'idée, c'est que dans la propriété intellectuelle, il y a aussi un dilemme social. Il y a aussi un dilemme social parce que s'il n'y a pas de protection qui donne naissance à la protection de la propriété intellectuelle, s'il n'y a pas de protection à la propriété intellectuelle, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'enrichis une ressource globale de connaissances en innovant, en inventant des nouvelles technologies ou en inventant de nouveaux algorithmes pour des programmes. Et puis, si tout le monde peut s'en servir, finalement, les gens vont en bénéficier alors que c'est moi qui ai dépensé de l'argent. Donc, on dit, oui, mais donc les innovateurs ne sont pas incités à innover. Donc, il faut protéger les innovateurs. Donc, dans les fondements de la propriété intellectuelle, une des solutions qui a été, c'est un débat qui a eu lieu notamment au XIXe siècle, une des solutions, ça a été de mettre en avant, de dire on va protéger les utilisateurs. Il y a d'autres solutions qui existaient, mais c'est celle-là qui a été dominante. On va protéger les innovateurs en leur donnant le bénéfice d'un monopole sur l'utilisation commerciale de leur innovation pendant une durée donnée. Et oui. Excusez-moi, et c'est juste une question bête, mais les innovateurs, donc ils n'étaient pas salariés dans une entreprise. Ils avaient un salarié déjà indépendant. Oui, alors ça c'est une nuance qui va rentrer en ligne de compte plus tard, mais c'est-à-dire si on considère simplement des agents économiques simples sans rentrer dans l'idée de salariés. Il y a eu toute une mais ça c'est tout un pan de l'économie de la propriété intellectuelle dans lequel on ne peut pas rentrer parce que ça amène des nuances qui sont complexes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Mais là, par rapport à ce que je veux expliquer, je ne peux pas rentrer là-dedans. Donc, cette idée, c'est donc inciter à l'innovation en donnant un monopole temporaire sur l'exploitation commerciale de l'innovation. Et en échange, il faut qu'il y ait un échange, parce que si ça verrouille et que c'est complètement fermé, on ne gagne rien socialement parlant.
Donc le fait c'est compenser, puisqu'il y a dans le dilemme social, il y a les deux volets, donc compenser en imposant à l'innovateur de diffuser son innovation, de dire, notamment c'est ce qui est le cas dans les brevets, on vous donne un monopole sur l'exploitation commerciale de votre brevet, mais en même temps, il faut que vous diffusiez, vous dites, ben voilà, je fais comme ça, de manière très très précise, et si ce n'est pas assez précis, on vous fait revoir votre copie, on ne vous donnera pas le brevet si vous n'avez pas diffusé correctement. Donc, et ça, c'est public, donc tout le monde y a accès. Ça veut dire qu'on va pouvoir préserver la cumulativité et la combinabilité du savoir. Donc ça, c'est fondamentalement le dilemme, la manière dont on répond au dilemme social de la propriété intellectuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le logiciel? Pour le logiciel, le problème, c'est que, comme on a opté pour le droit d'auteur ne protège pas l'idée, mais une expression de l'idée. Donc, si je vois un logiciel, je regarde comment il est fait, je me dis « Ah, c'est malin, c'est vraiment astucieux ». Je vais refaire la même chose, mais simplement un petit peu différemment. C'est un peu comme si je prenais l'idée d'un roman et puis que je l'écrivais d'une manière différente, je reprends la même idée. Vous savez qu'il y a eu des exemples fameux avec la bicyclette bleue, les pastiches, pas les pastiches, enfin quand on pique l'idée d'un auteur et qu'on le refait autrement, les plagiats sont souvent très très difficiles à prouver. Et là, donc, c'est pareil, le plagiat d'un programme d'ordinateur, c'est quelque chose qui est très difficile aussi à prouver. Donc, qu'ont fait les éditeurs? Ils ont dit, c'est très bien, puis dans ces cas-là, le code source, c'est-à-dire l'expression du programme explicite, on ne va pas la diffuser, on va simplement diffuser le programme compilé, et donc, ça, on pourra... Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que dans les deux volets qui justifient la protection de la propriété intellectuelle, il n'y a qu'un volet, il n'y a que le volet incitatif pour l'innovateur, et par contre la diffusion de l'innovation et de la connaissance, elle est cassée. Donc, contre-offensive, c'est ça qui amène à la naissance du logiciel libre. Stallman, qui en fait à l'époque travaillait, au début des années 80, travaillait au MIT, dans le même labo que M. Bill Gates, ils étaient vraiment sur des logiques complètement différentes, parce que Bill Gates, quand il avait un logiciel qu'il avait développé de son côté pour piloter un ordinateur, enfin un driver d'imprimante ou n'importe quoi, si son petit voisin, son petit copain du labo en avait besoin, il disait « Ah ok, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Combien tu me le payes ?» Tandis que Stallman disait « Mais non, c'est idiot, il faut que tout le monde partage et du coup on est tous beaucoup plus riches. » Et donc c'est la naissance du logiciel libre. Stallman dit, mais simplement, il faut effectivement que le code soit parfaitement accessible à tout le monde. C'est donc l'idée d'open source, c'est-à-dire le code source, donc qui est l'expression effectivement explicite de la programmation, soit disponible. Et puis il faut que les autres puissent en faire ce qu'ils veulent, parce que c'est pas simplement parce que c'est combinatoire, c'est cumulatif. Et donc il faut pouvoir avancer tous ensemble et on est tous plus riches. D'où l'idée, les 4 principes. C'est que je mets librement à disposition des autres mon logiciel, qui peuvent l'utiliser, bien sûr, qui peuvent l'adapter à leurs besoins, qui peuvent le modifier et l'améliorer, et qui peuvent le diffuser, parce que plus ce sera diffusé, plus l'utilité sociale de ce produit sera grande. Et ça, c'est l'invention de la GPL. Alors GPL, GPL, ça veut dire le G de GNU, ça veut dire GNU, enfin c'était le programme GNU, qui voulait dire GNU not Unix, parce que en fait Unix avait été quelque chose qui avait donné espoir au sein de la communauté informatique comme étant quelque chose qui permettrait d'unifier un petit peu le monde de l'informatique et de ne plus se heurter à toutes les incompatibilités entre les modèles et entre les constructeurs. Et en fait, il avait été réapproprié par tout le monde, chacun faisant de manière privée son propre Unix. Et donc ça avait réamené, il y avait eu une tragédie de réenclosure autour de Unix qui avait cassé l'idée qu'il apportait au départ. Donc la GPL, c'est la licence, c'est une licence qui définit les droits d'usage de l'utilisateur et qui les définit de la manière les 4 libertés effectivement que j'ai citées là.
Et puis avec en plus le fait que pour se prémunir contre les enclosures, parce que là encore, il s'agit d'avoir des mesures de rétorsion contre ceux qui ne voudraient pas respecter la règle, en fait, tout simplement, c'est l'obligation de publier en GPL tout code, tout programme qui va utiliser ne serait-ce qu'un petit bout, ne serait-ce que 3 lignes de code publié sous licence GPL. Donc c'est cet aspect contaminant. Alors, dans un premier temps, ça a très bien marché parce que c'était des utilisateurs qui étaient eux-mêmes des développeurs, donc c'était des échanges entre alter ego. Et puis vers la fin des années 90, finalement, on a commencé, ça s'est étendu vers de simples utilisateurs, vers des entreprises qui s'intéressaient à ça, et ça a donné lieu à un marché. Alors, donnant lieu à un marché qui croît très rapidement, hein, puisqu'on donne des taux de croissance qui vont... quelquefois, ça sont les estimations de 15 à 30%, mais qui sont de plus en plus importants. Ce qui a fait en fait qu'un certain nombre d'entreprises qui sont rentrées sur ce marché ont trouvé que la GPL était une licence qui était trop contraignante pour eux. Donc, ils ont effectivement amené un certain nombre ils se sont ralliés à un monde donc, de l'open source, mais sans se rallier véritablement à cette notion de GPL, à des notions moins strictes, moins pures, et en créant leur propre licence. Et donc aujourd'hui, eh bien, effectivement, à travers ces licences hybrides, je vais très vite, on a effectivement un monde non plus peut-être logiciel libre, mais qu'on désigne souvent par le terme FLOSS, qui est plutôt le monde du libre et de l'open source, qui se sont développés et qui font un petit peu le pendant au logiciel propriétaire basé sur l'accès restreint et la protection et la non-divulgation des codes sources. Bon. Là, je vais très rapidement et ouais, j'ai dépassé tous mes temps, voilà. Donc, je vais vous parler en 2 mots des Creative Commons. Alors, dans le domaine de la musique, parce que donc c'est un domaine où il est intéressant d'aller voir, instruit de cette première expérience. L'idée, c'est que au départ, la musique, c'est quelque chose, c'est un bien qui est non exclusif, qui est non rival, qui est non exclusif, si ce n'est lié au fait que pour entendre une musique, il faut être proche, et qui le devient de moins en moins avec le fait qu'on puisse reproduire les paroles et écrire la musique, qui permet une diffusion des œuvres. Alors l'idée, c'est qu'au départ, la valeur sociale de la musique se fasse par la rencontre entre une œuvre et un public. C'est ça qui définit la valeur sociale, et donc bien avant qu'il y ait un marché de la musique, il y a des œuvres qui effectivement sont colportées par la tradition orale, par les troubadours, dans les cabarets, et qui prennent une valeur sociale parce qu'elles sont reprises, elles sont par leur public, et donc elles ont acquis leur statut de cette manière-là. La propriété intellectuelle, elle apparaît en fait simplement au départ comme une extension du privilège de la librairie, qui était par rapport au fait au XIXe siècle de pouvoir imprimer en fait des œuvres, et donc c'était lié à la commercialisation des œuvres écrites. Et puis ensuite, avec l'apparition des technologies d'enregistrement et de diffusion, eh bien, il y a un vrai monde de la musique enregistrée qui se met en place, et un marché de la musique enregistrée. Et là, effectivement, la valeur sociale est abandonnée. Enfin, disons que il y a un transfert de la notion de valeur sociale vers la notion de valeur marchande. Et on considère effectivement que la valeur sociale d'une œuvre, c'est sa valeur marchande, et sa valeur marchande, elle va être liée au fait que l'œuvre soit vendue, soit diffusée et vendue sur un marché. Et bon, donc c'est la naissance du Start System, je ne reprends pas là-dessus puisque j'ai passé trop de temps. Et on arrive en fait à la révolution numérique. La révolution numérique fait qu'il peut y avoir autoproduction, et on n'est plus obligé de passer par des moyens lourds. Les musiciens peuvent s'autoproduire et peuvent aussi faire circuler leurs œuvres, et les œuvres circulent, et grâce à la numérisation, elles peuvent être reproduites sans défaut, un nombre illimité de fois, et sans être
altérée. Donc, crise, donc il y a effectivement un moment de crise. Ce moment de crise amène une réaction de la part de ceux qui ont les droits, donc notamment des labels, qui ont les droits sur ces œuvres. Ils essayent de mettre en place des dispositifs, à la fois des dispositifs techniques à travers ce qui sont les DRM, qui sont des dispositifs techniques, des petits programmes encapsulés qui empêchent la reproduction de l'œuvre une fois qu'on l'a acquise sur un support numérique. Ça ne marche pas très bien, tout le monde abandonne ça. Tentative de mise en place d'un renforcement législatif. En France, ça a été effectivement Hadopi, qui, comme chacun sait, n'a pas été non plus très, très efficace. Donc, il y a un changement profond qui fait que les labels commencent à perdre de l'argent dans un premier temps, puis changent de business model pour se retourner vers un business model qui est plus appuyé aussi sur les produits dérivés et sur les produits dérivés, sur le spectacle vivant, les concerts, et sur des modes de commercialisation sur Internet, à travers le streaming. Donc les choses évoluent. Et puis de l'autre côté, il y a une réponse aussi. Il y a une réponse en disant, plutôt que de conserver cet ancien monde, est-ce qu'on pourrait pas, créer une nouvelle vision? Cette nouvelle vision qui émane effectivement de gens qui sont autour de Lawrence Lessig, qui est professeur de droit constitutionnel au MIT, a très rapidement, et c'est devenu quelque chose de très important, c'est ce qu'on a appelé les Creative Commons, et qui se sont diffusés dans le monde entier et qui se sont adaptés, comme l'a fait la GPL et les licences libres, se sont adaptés aux législations nationales. Donc ce sont les Creative Commons. Alors les Creative Commons, encore une fois, on est dans une notion de faisceau de droits. Faisceaux de droits qui sont liés aux droits d'usage. C'est-à-dire que l'auteur décide quels sont les droits qu'il accorde aux utilisateurs à partir de son œuvre. Donc les droits qui sont autour de 4 revendications élémentaires. Donc c'est plus encore une fois la propriété pleine et entière qui est le copyright qui est celui du copyright. Le copyright c'est quoi? C'est le droit, ou plutôt l'interdiction, de copier l'œuvre. Quand on dit copier l'œuvre, c'est copier l'œuvre pour en avoir son propre usage, ou pour la transformer, ou pour tous ces droits qui étaient ouverts qui avaient été contredits par la GPL. Là, on est dans 4 revendications élémentaires parce qu'il s'agit d'œuvres culturelles, mais qui finalement sont assez proches de ça. Le droit bail, c'est la clause de paternité. Sinon, si vous dites pas, s'il n'y a pas cette revendication de la paternité sur l'œuvre, ça veut dire que vous êtes dans le domaine public, donc il n'y a même pas besoin de licence. Ensuite, le droit ND, no dérivative, ça veut dire le droit de créer des œuvres dérivées à partir de mon œuvre. Par exemple, je fais des photos. Si je ne suis pas ND, on peut prendre, d'autres artistes peuvent découper dans mes photos et faire des collages, par exemple. C'est autorisé. Sinon, je ne l'autorise pas. Le droit NC, non commercial, c'est pas d'utilisation commerciale. Et chez Relike, c'est l'idée c'est un peu cette idée de contamination qu'il y avait dans la GPL, c'est l'idée de maintenir le même statut pour l'œuvre dérivée. Si j'autorise une œuvre dérivée, alors l'œuvre dérivée doit avoir le même statut que moi. Voilà. Alors, donc ça peut se combiner. En fait, les grands choix, c'est essentiellement de savoir est-ce que j'accepte des œuvres dérivées ou pas, et l'autre grand choix, c'est est-ce que j'accepte une utilisation commerciale ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'utilisation commerciale. Quand il y a NC, ça veut dire qu'il faut me demander et éventuellement me payer des droits. Enfin, après, ça va être un contrat privé complémentaire à la licence de base. Donc ça, c'est les différentes combinaisons. Vous voyez bien, on est effectivement dans cette notion de faisceau de droit. Alors, donc pourquoi les Creative Commons? Je vais aller très très vite, je laisse tomber. On a fait... Simplement, on a fait une enquête sur Jamendo, qui est une très grande plateforme. C'est la première plateforme de musique en Creative Commons qui existe, dans laquelle il y a plus de 40 000 artistes et 400 000 œuvres. On a fait une enquête sur 767 artistes, groupes ou individuels. Et ce qui est intéressant, et je m'arrêterai là après, c'est que d'abord, c'est pas simplement
des amateurs. Il y a une minorité de professionnels dans cet échantillon qu'on a pu interroger. 20% de professionnels, ce qui est quand même pas négligeable. Donc de professionnels, c'est-à-dire de gens qui vivent de leur musique. Et la chose qui est intéressante, où je vais aller très très vite là-dessus, c'est que d'abord les gens adhèrent à ce qui les attire, c'est Jamendo. C'est pas simplement l'idée de faire du buzz, c'est pas l'idée simplement d'avoir une plateforme pour faire du buzz, qui était la vision qui était créée par les créateurs de la plateforme, mais c'est l'idée que les Creative Commons sont véritablement un moteur pour la création musicale et pour le monde de la musique de demain. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que les artistes qui ont cette vision de partage, encore plus que les autres, ce qu'ils vont choisir comme type de licence, c'est pas la licence simple BY ou BY SA, qui est la licence minimaliste, mais c'est des licences plus sophistiquées, où ils vont mettre du BY NC, BY NCND ou BY NCSA, et c'est-à-dire donc des gens qui vont faire usage des combinaisons permises par les Creative Commons de manière intelligente et avec une véritable vision de la manière dont ils positionnent leur œuvre. Donc qui utilisent véritablement ce faisceau de droit de manière sophistiquée. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous a paru très intéressant à découvrir à travers cette enquête, parce que ça pouvait remettre en question un certain nombre d'idées qu'on pourrait avoir, d'intuitions qu'on aurait pu avoir sur ce monde-là. Voilà, je m'arrête là. Et l'idée est simplement que les Creative Commons, c'est sans doute pas un substitut total au monde du copyright et au monde des labels, mais c'est sûrement une vision complémentaire qui permet que tout un monde de la création musicale a désormais la possibilité d'être vu grâce à Internet, mais aussi grâce à ces règles qui permettent à cette communauté globale d'artistes de pouvoir apparaître et de pouvoir diffuser leurs œuvres, de pouvoir aussi permettre d'avoir retrouvé une valeur sociale en rencontrant un public. Et dernier point, c'est que tout autant les Creative Commons que les licences libres, ce sont, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas de la négation de la propriété intellectuelle, mais c'est une autre façon de gérer la propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, juridiquement, il n'y a pas de nouvelle catégorie qui soit inscrite dans le Code civil pour nous ou dans la Constitution américaine. Les Creative Commons, comme la GPL, s'appuient sur le copyright, sur la loi du copyright pour décrire leur fondement juridique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, parce que très souvent, on les voit comme une négation. Ils ne sont pas une négation. Et encore une fois, on n'est pas dans un monde de bisounours où on dit tout est à tout le monde et tout est permis à tout le monde. On est dans un monde qui est beaucoup plus subtil et qui est, pour cela, a une puissance d'action qui est encore, dont on voit aujourd'hui encore que les prémices. Voilà. Bon, j'ai été très long, je suis désolé. Hein, c'est vrai que j'avais envie de dire plein de choses vu l'introduction que vous aviez faite. Donc,